partie donc des innovations de la Première Guerre mondiale. Et on va parler aujourd'hui donc des véhicules. Donc, vidéo promise, vidéo faite. Donc dans un premier temps, on va vous parler des avions et dirigeables. Ensuite, on vous parlera plutôt des chars. Et on va finir par tout ce qui est marin. Et on fera une troisième vidéo sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Et je parlerai des artilleries. Parce que là aussi, c'est un gros morceau de la Première Guerre mondiale. Alors on attaque tout de suite avec les avions et dirigeables, mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup trop de choses à dire dessus. C'est trop gros, large, comme ma bonne. Veuillez m'excuser, c'est un réflexe. Donc on va simplement effleurer le sujet, raconter les quelques innovations majeures, on va dire. Donc déjà, on peut distinguer trois styles d'avions. On a en premier les avions de reconnaissance, donc comme vous vous doutez, on prend des photos des lignes ennemies pour savoir à peu près soit leur matériel ou soit leur position. Après nous avons les avions de chasse, donc les avions de chasse avec des mitrailleuses qui soit descendent d'autres avions de chasse, soit qui accompagnent ou défendent, soit défendent soit attaquent des bombardiers. Et on arrive donc aux bombardiers, les derniers avions, eux qui sont des avions avec des bombes qui détruisent des cibles par le haut, on va dire. C'est un peu bizarre à expliquer. Au début de la Première Guerre mondiale, il n'y avait que des avions de reconnaissance. Et c'est qu'à partir de 1915 qu'il y a le premier avion de chasse en fait qui apparaît. C'est un avion anglais, le Vickers FB5. Donc la seule différence entre un avion de reconnaissance et le Vickers, c'est qu'en fait on avait posé une Lewis, donc une mitrailleuse américaine, sur cet avion, et donc ça faisait un avion de chasse. À l'époque, fallait pas grand chose pour innover. Et donc ça c'est le premier avion de chasse. Je vais vous dire deux petites anecdotes sur les avions de chasse. Alors on connaît beaucoup l'as des as allemands, hein, le Baron Rouge, tout le monde le connaît ça. Si tu le connais pas, tant pis. On connaît beaucoup moins l'as des as français en fait, il s'appelle René Fonck. Et lui il a 75 victoires contre 80 pour le Baron Rouge, donc c'est des scores très proches. Hein. Mais on a quand même gagné les Allemands. Chais. La deuxième anecdote, c'est le tir à travers l'hélice. Donc en fait, c'est une invention allemande vers la fin de la guerre. Et pour vous expliquer, quand tu tires avec ta mitrailleuse sur ton avion de chasse, il y a les hélices qui passent devant. Et le problème, c'est qu'avant, quand tu étais un soldat et qu'il n'y avait pas le tir au début de la guerre, et quand tu tirais, tu défonçais ta propre hélice. Donc tu te suicidais sans t'en rendre compte. C'est de la merde. Donc les Allemands ils se sont dit faudrait quand même régler le problème, et ils ont donc inventé le tir à travers l'hélice. Et donc en fait c'est-à-dire qu'en fait la balle, la mitrailleuse bloque la balle quand l'hélice passe devant la mitrailleuse, ce qui a permis d'ailleurs aux Allemands d'avoir une supériorité dans l'aviation pendant un certain temps. On a quand même gagné. Et pour finir avec les avions, on va parler du premier bombardier. Donc le premier bombardier est apparu en 1916. C'est un italien. Il s'appelle le Caponi. C'est le Caponi CA3. Il comportait 4 membres d'équipage. C'est plutôt beaucoup parce que la plupart des avions en fait comportaient soit 1 ou 2 membres. Donc vous voyez, on double la mise. Maintenant on s'attaque aux zeppelins, ou appelés dirigeables. Les dirigeables, ils ont été inventés par Monsieur Zeppelin, donc un Allemand. Et c'était des soi-disant armes révolutionnaires. Les Allemands avaient pensaient qu'ils avaient un gros potentiel. En fait, ils s'attendaient à quelque chose de... quand tu vois un mastodonte comme ça arriver sur ta tronche, c'est sûr que tu flippes. Mais ils s'attendaient vraiment à que ce soit magique en fait. Et en fait ils se sont rendus compte que c'était pas si ouf que ça, parce que c'était un gruyère. C'est-à-dire que si tu avais des avions qui l'attaquaient et que tu avais de l'artillerie anti-aérienne, c'était un véritable gruyère. Le machin était percé de partout et c'était pas, ça donnait pas un rendement si efficace. En plus le temps de construction, laisse tomber, hein. Quand t'as un mastodonte, je sais pas, ce truc ça fait plus de 20 mètres. C'est une baleine mais qui vole. Si tu veux, c'est ça. Donc si tu veux, on va construire une baleine qui vole quoi.
En plus il y a de l'hélium donc ça cramait, hein. Ouais, trop bien. C'est un barbecue qui vole aussi. Tu vois, Dieu il se fait griller des côtes de porc quoi. Et donc bah les Allemands étaient très déçus de de cet engin, donc ça n'a pas été très utilisé. Mais il y a quand même un petit côté positif, on va dire, dans cette invention, c'est-à-dire qu'on utilisait en fait des sortes de petits ballons accrochés au sol et on observait les lignes ennemies. Il y avait un mec avec des jumelles là qui observait les lignes ennemies. En fait, ça permet pour préparer les artilleries, les barrages d'artillerie ou un assaut imminent. Donc c'est, on va dire, la plus grande utilité des ballons dirigeables. Et donc maintenant, on s'attaque au char. Alors, on va s'attaquer au char maintenant, et beaucoup me diront « Oui, le char, ça a été inventé par Léonard de Vinci. » Moi, je te dis merde, parce que, moi, j'ai juste l'impression qu'il a inventé une tortue avec des roues. Excuse-moi, hein, mais pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai extrêmement du mal à dire que c'est le mec qui a pensé au char. Certes, il est en avance sur son temps sur beaucoup de trucs, hein, l'hélicoptère, le parachute, oui d'accord, mais pas sur les tanks, ok? Les tanks en bois, ça crame, c'est inutile. Donc, me parlez pas de ça. Et on va maintenant parler donc des tanks. Le premier char opérationnel fut le Mark I, un char britannique de 1916. Il comportait en tout 8 membres d'équipage, ce qui était plutôt énorme, puisqu'à l'époque on espérait 2 membres maximum. Si vous voulez plus d'infos sur ce char, je vous conseille la très bonne vidéo de Métal Lourd, qui explique très bien comment ce char fonctionnait et son histoire. C'était donc une invention majeure dans l'armement, puisque c'était la première fois qu'une machine métallique roulait. C'était vraiment blindé, du coup on pouvait pas la transpercer. Bon, vous savez ce que c'est un char, quoi. Et donc c'était une grande invention et les alliés, ça a permis aux alliés de prendre un petit peu, on va dire, l'avantage, puisque faut savoir qu'à l'époque, vu que c'était tout nouveau, il n'y avait pas vraiment spécialement de moyens de contrer ça. Les seuls moyens c'était des canons de campagne, mais si on n'avait pas de canons de campagne à disposition, on se faisait littéralement rouler dessus, quoi. D'ailleurs, une petite anecdote sur le char Mark I. Un moment pendant la Première Guerre mondiale, il y a un char qui s'est enlisé en plein milieu du No Man's Land. Et en fait, il est resté bloqué pendant plusieurs jours. Il a subi plusieurs assauts. Et pourtant, à lui tout seul, il a repoussé 3 assauts allemands. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est impressionnant quand même. Un char tout seul a réussi à faire ça alors qu'il a subi des barrages d'artillerie et tout. C'est vraiment un très gros exploit. Et maintenant, on arrive à notre petite fierté nationale. Et je parle bien évidemment du Renault FT, donc créé par la marque Renault, et lui comportait une tourelle. Donc c'est le Renault FT qui allait définir le type même des chars de combat modernes. C'est vraiment la tourelle qui a tout changé. Il avait 2 membres d'équipage, donc un char qui ne prenait pas beaucoup de place, hein. Et je vous conseille aussi la très bonne vidéo de Métal Lourd sur le Renault FT pour plus d'informations. Nous avons 3 types de chars. Il y avait le char de combat, donc celui accompagné de mitrailleuses, de canons ou parfois les deux mélangés. Du coup, les chars types, on va dire. On avait les automoteurs d'artillerie, donc ça ce sont les artilleries mobiles, comme le Gun Carrier Mark I, qui était une artillerie mobile anglaise sortie en 1917. Et enfin, nous avions les chasseurs de chars. Alors c'est un peu particulier pour eux, puisqu'en fait, si vous voulez, les chasseurs de chars n'ont pas vraiment été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, mais ils ont été imaginés. C'est-à-dire que les ingénieurs français se sont dit ça serait bien qu'on invente un char qui détruise d'autres chars. Et en fait, ils ont travaillé sur le sujet, mais la guerre s'est finie, on va dire, trop tôt pour qu'ils puissent vraiment utiliser ça en combat. Et eux, leur but, en fait, c'était qu'ils étaient assez plats, et ils avaient des canons très performants, très lourds, pour détruire et percer le blindage des autres chars. Et maintenant, on se jette à l'eau et on commence avec les sous-marins.
Bon, bah maintenant on va parler des sous-marins. Bon, tout le monde sait ce que c'est un sous-marin, hein, c'est un suppôt des mers. Bon, tout le monde sait ce que c'est, mais peu de personnes connaissent son histoire. Donc on va parler maintenant du sous-marin. Alors le sous-marin, les prototypes de sous-marins sont arrivés au XVIIe siècle. Et le premier véritable sous-marin de guerre est apparu lors de la guerre de sécession, donc de 1861 à 1865. Là, il est encore à propulsion manuelle, en gros, c'est la force des bras. Et donc, c'est vraiment le premier sous-marin de combat. Le premier sous-marin vraiment, vraiment fonctionnel est un sous-marin français de 1887. Mais les innovations vraiment très importantes vont arriver plus tard. C'est donc peu de temps avant la Première Guerre mondiale, donc en 1904, encore un français, parce qu'on est les meilleurs. Ah mais oui, mais les gars, mais on a tout inventé dans l'armement, qu'est-ce que tu veux faire? On est les meilleurs. Le sous-marin en 1904, on invente le moteur à propulsion électrique et aussi le diesel. Donc ça sera pour les U-boats, donc les sous-marins allemands. Alors que pour les autres sous-marins, ce sera plus un moteur donc toujours électrique en plongée, et à la surface on utilisera un moteur à vapeur. Mais le moteur à vapeur sera plus tard viré parce que c'est dépassé quoi, vraiment au bout d'un moment. Et on jette les vieux trucs quoi, c'est obsolète. Donc maintenant on va parler des sous-marins pendant la Première Guerre mondiale, donc petite contextualisation, j'ai du mal à le dire. Les sous-marins seront pas mal utilisés pendant la Première Guerre mondiale, notamment puisqu'en fait, dès 1914, la supériorité maritime des Alliés entraîne un blocus sur les empires centraux, hein, donc Allemagne, l'Empire ottoman, etc. Et donc, pour briser ce blocus, les Allemands vont envoyer des dreadnoughts, vont envoyer des U-boats pour essayer de casser ce blocus. Ils n'y arriveront pas. Mais ces affrontements vont donner lieu à l'une des plus grandes batailles. Donc la bataille du Jutland qui a eu lieu en mer du Nord, qui voit s'affronter les Anglais et les Allemands. On a plus de 200 navires qui s'affrontent, ce qui est vraiment énorme. Et malgré un surplus de morts chez les Britanniques, les Allemands se retirent voyant qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais dans leur tête, les Allemands ont quand même gagné puisqu'ils ont réussi à tenir tête face à l'armée britannique qui est beaucoup plus nombreuse. Et maintenant on s'attaque aux innovations qui seront très stimulées dans le milieu naval par la course à l'armement. On peut commencer déjà par parler du HMS Dreadnought, le navire anglais qui rendit obsolète tous les navires existants. Vous avez d'ailleurs une vidéo, là les vidéos qui passent, c'est le HMS Dreadnought. Et c'est un navire anglais, et c'est lui qui déclencha la course à l'armement. Déjà, ce fut le premier cuirassé à utiliser des turbines à vapeur, ce qui lui permettait d'utiliser n'importe quel combustible, même le moins cher, mais son inconvénient était son coût, ainsi que la complexité des installations. Pourtant, d'autres navires furent créés sur le même modèle. Le Dreadnought pouvait aussi posséder 8 pièces contre 4 pour ses prédécesseurs grâce à une nouvelle disposition. Les tourelles étaient enfin placées dans l'axe du navire et plus sur les côtés. De plus, le déplacement du quartier des officiers vers l'avant permettait aux mécanos et aux chauffeurs d'être plus proches de leur lieu de travail, ce qui améliorait le rendement. Et toutes ces modifications permettront de réaliser les futurs grands cuirassés et autres bâtiments de la Seconde Guerre mondiale.